Bonjour à tous, vous regardez Place aux experts sur la Carbao TV. Vous connaissez maintenant le concept et le fonctionnement de cette émission. Nous choisissons un sujet d'actualité avec pour sujet le monde de l'entreprise et de nos métiers. Et nous avons 4 experts qui vont venir vous faire découvrir cette thématique sous plusieurs facettes. Ce sont bien sûr tous d'éminents membres du réseau Carbao. Avec l'épidémie que nous connaissons depuis 3 ans, le management en entreprise a beaucoup changé. Le travail en distanciel ou en roulement s'est très vite répandu et de nouvelles habitudes ont été prises. Du coup, le management des équipes doit se mettre au niveau et s'adapter à ces changements. Pour ma part, je pense qu'un dirigeant d'entreprise doit être agile. Nous allons donc voir quelles sont les différentes techniques et écouter les conseils de nos experts sur ce sujet. J'espère que nous allons en tirer plein de bonnes choses pour les appliquer dans nos entreprises. Antoine Guibert, membre Carbao Tourmontin, tu es DRH externalisé en temps partagé au sein du réseau de franchise bras droit du dirigeant. Tu interviens dans les TPE et les PME pour assumer de manière 100% opérationnelle la fonction de DRH et accompagner le dirigeant qui n'a peut-être pas ni les compétences ni le temps, ou peut-être les deux, de prendre en charge des ressources humaines de son entreprise. Sébastien Roblin, membre Carbao de La Rochelle et référent communication du club, consultant formateur spécialisé en management du stress en entreprise. Tu accompagnes ces entreprises et leurs équipes dans l'optimisation de la production à travers la compréhension et la gestion du stress. Vaste sujet, tu dois avoir des choses intéressantes, voire des choses intéressantes dans tes missions. Il y en a. C'est assez divers, c'est vrai. Tout à fait. Raphaël Massy, membre Carbao de Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, cofondateur et dirigeant d'un réseau d'agences immobilières indépendantes, mais avant tout un agent immobilier passionné. On m'a dit que tu es tellement passionné par ton métier et que malgré le développement du nombre d'agences de votre réseau, tu continues à être sur le terrain et que tu délègues super bien. Pareil. Ouf, je suis rassuré. Alain Andézoumou, membre Carbao Grenoble. Il est l'artisan de la voix. Alors la voix avec un E, mais aussi peut-être avec un X. Et le consolateur de la vision... Le consolidateur de la vision du dirigeant ou de la dirigeante dans son entreprise. Il permet aux dirigeants de rester alignés sur cette voie et de mieux partager la vision qui les a amenés à créer leur boîte avec leurs équipes. Il nous expliquera pour quelles raisons cette conscience permanente de leur voix, ce partage de vision sont vitaux en management situationnel et à quel moment faire appel à ces compétences. C'est ça, j'ai pas fait d'erreur? C'est bien ça, merci. Merci. Allez, on va commencer avec Antoine. Antoine, peut-on dire qu'il existe plusieurs styles de management? Et si oui, y en a-t-il de meilleurs que les autres? Alors, effectivement, il y a plusieurs styles de management. On connaît classiquement, donc il y a le management donc directif qui est basé sur le contrôle, le fait de donner des tâches précises à un collaborateur qui s'y tient. C'est un management effectivement, j'irais de haut en bas. Ensuite, vous avez le management persuasif qui est basé sur l'argumentation, le dialogue avec ses collaborateurs et l'échange. Vous avez le dialogue participatif où les collaborateurs en effet travaillent ensemble et prennent des décisions ensemble. Ils participent vraiment aux décisions de l'entreprise, et également le management délégatif où le manager est un petit peu plus en retrait, donc il faut organiser des systèmes de retour d'informations où les collaborateurs sont en effet vraiment acteurs des décisions de l'entreprise. Par rapport à votre question, est-ce qu'il y a un management plus adapté ou pas, ou meilleur qu'un autre? Je dirais non. À mon sens, alors c'est vrai qu'on peut penser que le management directif est un peu dépassé ou pas forcément adapté. C'est ce qu'on appelle le management un peu vertical. Vertical, exactement. Pour moi, l'important pour un manager, c'est de s'adapter en fait au collaborateur qu'il a en face. Vous avez un collaborateur qui peut très bien se retrouver dans un management descendant, qui a besoin d'un cadre, d'une feuille de route, et un collaborateur qui a besoin, quand il arrive au travail le matin, de savoir les tâches qu'il devra accomplir dans la journée. Au contraire, vous avez un autre collaborateur qui peut avoir besoin plus d'autonomie dans ses décisions. Par exemple, je vais prendre un exemple de mars 2020. Covid,
du jour au lendemain, donc nous devons nous confiner. Peut-être que dans ces situations de crise, justement, eh bien, un management plus directif est nécessaire, puisque du jour au lendemain, l'entreprise a dû complètement se réorganiser. Dans ce cas-là, est-ce qu'un management directif n'est pas le plus adapté? Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, il n'y a pas de meilleur management qu'un autre. Oui, il y a plusieurs styles qui vont s'acclimater, non seulement aux gens de l'équipe, à la situation, bon là c'est exceptionnel, c'était à cause des confinements, et est-ce que l'activité de l'entreprise a quelque chose, est-ce que ça joue aussi sur la façon de manager? L'activité, oui, elle joue en effet sur la manière de manager. Tout dépend du marché sur lequel l'entreprise se trouve. Il y a des marchés où effectivement qui nécessitent beaucoup plus de réactivité que d'autres. D'accord. En fait, chaque style de management, à mon sens, a ses avantages et ses inconvénients, ses limites aussi. L'important étant de s'adapter. D'accord. On parlait de la Covid, hein, je le disais aussi en intronisation, mais Sébastien, tout à l'heure on disait que la période, elle peut aussi stresser les collaborateurs, on voit le chef d'entreprise. Est-ce que tout ce stress qui est généré par ces situations, est-ce que ça peut influencer des prises de décision et est-ce qu'il faut rebondir là-dessus, sur ces moments ou périodes de stress de chacun? Alors oui, concrètement, le stress, alors pour faire assez rapidement, le stress, c'est pas quelque chose de mauvais, au contraire de ce qu'on peut penser. Ce qui est vraiment mauvais, c'est l'accumulation de ce stress et le fait de ne pas réussir à s'en servir à bon escient. Le stress, c'est ni plus ni moins qu'une information, comme une lumière qui s'allume à l'intérieur de la tête, on va dire, et qui prévient de quelque chose, d'un éventuel danger dans le corps, ou c'est une réaction en fait, hein. C'est comme une alarme, et si on ne prend pas trop d'attention à cette alarme-là, et bien après on peut tomber alors assez rapidement dans de la dépression ou du burn-out. Sachant que le burn-out, c'est ni plus ni moins qu'une dépression professionnelle en fait. Voilà. Et il y a une étude américaine d'ailleurs qui a été faite il y a à peu près 1 an, jour pour jour, à cette période-là, qui démontre que le stress peut se diffuser dans la totalité du corps, et que ça peut amener à prendre de mauvaises décisions le cas échéant. Tout à fait. Est-ce que c'est comme un virus? Est-ce que ça peut se transmettre aussi à d'autres personnes au sein de l'équipe? Alors, ça, indirectement, je dirais que oui et non. Ça peut se transmettre, c'est un peu comme une émotion. Une émotion, par exemple, ça peut se transmettre en quelques millièmes de seconde. Nous, ici, dans la pièce, on se synchronise, nos corps se synchronisent au niveau des émotions. Et le stress, quelque part, on peut éventuellement le ressentir chez les autres, ouais, c'est sûr. Et justement, toi, tu interviens à ce moment-là, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise ou une entreprise peut faire appel à tes services quand justement ils sentent ces zones de stress arriver? C'est ça, tout à fait. Moi, j'accompagne essentiellement les chefs d'entreprise pour leurs collaborateurs ou même pour eux-mêmes, hein, ça peut être du groupe ou de l'individuel, où effectivement, là, on va essayer on va dire pour faire simple, moi je dis en 2 parties, il y a la partie compréhension du stress, qui est très importante, et après une partie outils de gestion du stress. Et pour ça, moi, j'utilise la sophrologie, justement. Tu nous parles un peu de la sophrologie? Alors, la sophrologie, c'est une technique qui existe depuis à peu près 1960, qui a été inventée en quelque sorte par un neuropsychiatre, donc c'était un médecin à l'époque. Et en fait, c'est issu de plusieurs techniques, la sophrologie. C'est issu de techniques plutôt orientales, comme le zen japonais, le bouddhisme, etc., la méditation. Et après, il y a aussi une autre partie qui a été source inspirante de la sophrologie, qui est la pratique, on va dire, plutôt occidentale, comme l'hypnose, ou la méthode Coué aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et effectivement, donc, tout ça a fait que le docteur Caicedo, qui a inventé cette méthode-là, en 1960, a créé la sophrologie donc, de cette façon-là, à travers ses voyages dans le monde et tout ce qui a pu l'inspirer autour de lui. Voilà. Et donc on va dire 2 grands types d'exercices en sophrologie. On utilise beaucoup la respiration, et après on a un autre grand type d'exercice qui va être plutôt de la visualisation et de la mentalisation, on va dire. Voilà. Ok. Alors là, on vient de parler du stress et tout ça. Raphaël, toi, tu as une équipe avec pas mal de collaborateurs, une 50aine me semble-t-il. Hein. Du coup, je pense que tu passes beaucoup de temps à organiser tout ça, à déléguer. Est-ce que c'est déjà déléguer, c'est un gros mot pour toi ou pas?
Alors, c'est pas du tout un gros mot. Moi, j'ai une entreprise qui fait de l'immobilier. Donc, on pourrait se dire, on fait que de l'immobilier. En réalité, chez Valdor, qui est un groupe qui aujourd'hui fait travailler à peu près une cinquantaine de collaborateurs, on se rend compte qu'il y a des gens qui font pas du tout d'immobilier. Et la question à se poser, c'est est-ce que le cumul de tous ces gens fait un bon manager? Et moi, je pense que la réponse, c'est oui. Parce qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, on a réussi à déléguer des tâches, déléguer des missions à des personnes qui ont les compétences pour les mener à bien. Je vais prendre un exemple qui est parlant. Moi, mon métier de départ, mon ADN, c'est d'être agent immobilier. C'est ce que je sais faire de mieux. Donc si je me focalise à vouloir gérer tous les paramètres de mon entreprise, je vais perdre en rentabilité puisque je vais avoir moins de temps à consacrer à mon activité première qui est de vendre des biens immobiliers. Et en fait, déléguer, c'est pas un gros mot, parce qu'en fait, quand on délègue, on n'abandonne pas le contrôle de son entreprise. Pas du tout même. On a un rôle qui est un petit peu différent, on est moins dans le contrôle global, on est dans la transmission de savoir, on est dans la formation permanente. Et c'est vrai que le frein au départ, c'est de se dire combien de temps ça va prendre à mes collaborateurs d'être capables de gérer tout ce que moi je pense savoir gérer mieux que quiconque. Et en réalité, plus on forme, plus les collaborateurs montent en compétences et plus on se rend compte que déléguer devient facile. Alors moi, dans mon cas spécifique, on est une cinquantaine. Donc effectivement, on peut déléguer. Quand on est un entrepreneur isolé ou un manager qui travaille seul, on peut moins déléguer. Mais on délègue quand même. On a un expert comptable, on a une personne qui peut s'occuper de sa communication. Ça veut bien dire que l'ADN du manager, c'est de savoir se reposer sur les acquis de ceux qui savent faire. Voilà. Et il ne faut pas être pudique de ça parce que c'est ce qui fait grandir une entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout la sensation de perdre le contrôle de mon entreprise. J'ai un rôle qui est différent, mais qui est hyper intéressant. Voilà. On a une équipe qui a su aujourd'hui prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher quand on est manager, responsabiliser ses équipes. Et ça passe par ce côté de savoir déléguer correctement. Voilà. C'est intéressant ce que tu viens de dire, perdre le contrôle. Le chef d'entreprise qui perd le contrôle. C'est vrai que le chef d'entreprise, quand on se positionne en tant que chef d'entreprise, on veut tout contrôler. Mais se libérer aussi du temps, de l'énergie, je pense que c'est aussi ton cas, parce que quand tu t'aperçois que la délégation fonctionne, que les gens qui travaillent avec toi rebondissent, et parfois même mieux que toi, oui. Mais ça arrive aussi, hein, parce qu'on n'est pas... Voilà, ça doit te soulager. Et est-ce que ça te permet de passer à d'autres choses? Évidemment. Alors, je vais te citer un exemple qui est hyper actuel. Il date d'hier soir, parce que j'ai fini ma soirée assez tard. Et chez nous, ça ne nous regarde pas. Hein, on a une personne qui s'occupe de la com, des événements chez Valdor, qui le fait très bien, qui est en alternance, et qui a minutieusement préparé notre événement groupe hier. Et en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que si je l'avais fait moi, j'aurais moins bien fait et j'aurais peut-être perdu du temps à consacrer à cet événement-là et j'aurais pas été dans le cœur de mon métier qui consiste à vendre des biens immobiliers. Voilà. Et c'est un exemple qui est très actuel, c'est pour ça que j'en parle. Et hier, j'ai vraiment pris plaisir à venir à cette soirée en tant qu'invité finalement de ma propre entreprise. Et c'était super agréable. J'ai passé un bon moment, j'ai découvert les surprises en même temps que tous les collaborateurs. Et c'est aussi ça qui est plaisant quand on délègue, c'est de se dire, tiens, hier il s'est passé quelque chose, je sais que c'était en train de se préparer, mais je ne m'en suis absolument pas occupé. Et la finalité c'est quoi? C'est que l'événement était super bien maîtrisé. Et du coup, tu es fier de ta chargée de com, tu es fier d'avoir justement délégué et de montrer la voie. C'est exactement ça. Et de montrer la voie, ça nous emmène directement vers Alain. Pour quelle raison, Alain, le dirigeant va-t-il ajuster justement la vision qu'il a amenée à créer son entreprise et peut-être à montrer cette voie justement Oui, déjà parce que il faut voir qu'aujourd'hui nous sommes dans une société où les gens ont envie de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et sur cette base-là aussi, le fait que le chef d'entreprise ait une conscience de sa structure de personnalité, de voir quels sont les leviers qu'il active,
dans la posture soit d'anticipation, de coopération et d'innovation, permet aussi justement de bien partager cette vision avec son équipe ou ses managers. Et cette voie VOIE, VOIX, la combinaison des deux, vraiment est assez forte lorsqu'elle est alignée. À savoir que le narratif que je vais construire pour présenter la vision qui m'a amené à créer mon entreprise, à mes collaborateurs, à mes équipes ou même à mes clients, parce que parfois c'est important aussi que le client ait cette vision-là, parce que c'est lui qui, par ailleurs, devient notre commercial lorsqu'il est satisfait. Le fait de savoir vraiment partager cette vision et surtout, comme je dis toujours, commencer même déjà à en avoir conscience, parce que généralement nous avons deux types de chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise qui décide de créer sa boîte parce qu'il a décidé de ne plus être salarié. Et le chef d'entreprise qui, lui, est parti d'une passion et qui fait de son métier aussi... en fait, c'est un métier passion. Et parfois, nous pensons qu'il est simple de manager, comme dit le terme, et c'est pas si facile, parce que c'est pas parce que nous avons une vision, parce que parfois aussi nous avons des gens qui ont une belle voix et qui peuvent communiquer des choses, mais ne pas savoir justement déléguer, parce que bon voilà, c'est des personnes qui n'ont pas la conscience de leur personnalité. Tout à l'heure, nous parlions des personnes qui ont besoin d'un management directif, d'un management participatif, ou alors tout simplement d'avoir une forme d'autonomie. C'est des structures de personnalité qui le permettent. Donc savoir déjà que dans son équipe, nous avons ces personnes qui ont ce type d'une structure de personnalité qui demande à être directif. Par exemple, les gens qui veulent avoir le détail de leur programme, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup et qui ont besoin d'être reconnues pour ce travail. Nous avons des personnes qui, elles, ne demandent pas du tout à ce qu'on leur donne des directives parce que ça les emprisonne dans une certaine posture. Et c'est pour ces personnes-là, ils ont besoin d'un environnement adaptatif, alors que les autres ont besoin d'un environnement régulé. Et avoir la conscience de toutes ces postures pour le chef d'entreprise déjà lui-même, parce que nous, individuellement parlant, nous sommes déjà toute une équipe. Vu toutes les pensées que nous superposons, comment elles s'imbriquent, comment ces pensées interfèrent, comment ces pensées oscillent. Si nous ne sommes déjà pas capables de nous comprendre, comment pouvons-nous faire comprendre ce que nous voulons? Donc, et c'est dans ce sens-là que je peux, en tant qu'artisan de la voix et de la vision du chef d'entreprise, apporter quelques outils, soit en termes de team building, soit en termes de formation, en sachant que dans la plupart de ces formations, il y a toujours des challenges. Et le premier challenge, c'est qui suis-je? D'accord. Je me pose une question. Est-ce qu'un manager, il doit avoir des qualités? Et est-ce que s'il doit avoir des qualités, est-ce qu'elles sont toutes les mêmes ou pas? Antoine, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce qu'on attend déjà d'un manager qu'il ait des qualités naturelles? Après, si c'est pas le cas, il y a des gens qui sont compétents pour peut-être lui faire découvrir les autres, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je pense déjà qu'un manager ne s'improvise pas. Tout le monde n'est pas manager. Donc, effectivement, ce que tu dis, on n'a pas tous des qualités naturelles de management. Exactement, tout à fait. Donc après, c'est vrai que ça peut s'apprendre, mais je pense qu'il faut déjà porter en soi quelques qualités indispensables. Pour moi, le manager, effectivement, il doit donner l'exemple, être exemplaire vis-à-vis de ses collaborateurs. Il doit être équitable aussi avec ses collaborateurs, les traiter de manière... alors, je préfère équité plutôt que égalitaire, équitable, être juste envers tout le monde. Il doit montrer la voie aussi, il doit donner des perspectives à ses collaborateurs. Il doit montrer la voie IE sans donner de la voie IX. Oui, tout à fait. Voilà, donner des objectifs, en effet, à ses collaborateurs, même si dans le contexte aujourd'hui, c'est difficile de se projeter naturellement. Voilà, pour moi, les qualités de management, c'est qu'en fait, le manager, il doit, et notamment le dirigeant, il doit s'assurer de quoi? En matière de ressources humaines, c'est de disposer des compétences nécessaires aujourd'hui et également des compétences qui seront nécessaires demain. Donc, il doit anticiper.
doit avoir aussi une qualité d'anticipation, même si aujourd'hui le contexte est particulièrement mouvant et que c'est compliqué pour les managers. Et toi, Raphaël, tu t'es déjà trouvé dans l'exercice de la gestion de ton entreprise et de tes équipes un petit peu devant un mur en disant je ne sais pas comment faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'arrive encore? Je pense que c'est ce qui anime et berce la vie du manager, c'est de se dire que des fois on n'a pas la solution, on n'a pas l'inspiration, on ne prend pas que des bonnes décisions. Moi, j'ai la chance, dans le groupe Val d'Or, d'avoir un management assez participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dans chaque agence un responsable. Et moi, je me refuse à prendre unilatéralement toutes les décisions seul. Et pourtant, parfois, Dieu sait que j'aimerais les passer en force. Mais j'essaie de me discipliner, à faire en sorte que le consensus soit toujours trouvé. Et des fois, on est dans des situations où on se dit mince, mais comment on va sortir de là? On parlait du confinement tout à l'heure. Moi, quand j'ai appris que le soir, je fermais mon agence et que, mes agences, et que le lendemain, on ne serait pas là pour les réouvrir, là, même si on est le meilleur des managers, il y a un moment donné, l'instinct, le feeling prend le dessus sur qu'est-ce qu'on doit dire aux équipes, qu'est-ce qu'on doit faire, comment il faut agir. Et à ce moment-là, je pense qu'avoir fait des formations, c'est pas ce qui va faire qu'on va se sortir de cette situation-là, parce qu'il faut arriver à faire en sorte que les gens gardent confiance, gardent envie. Et le confinement a été un exercice redoutable pour bon nombre de chefs d'entreprise. Dire à des gens, vous fermez la boutique et demain, il n'y a personne qui vient ouvrir, c'est hyper frustrant quand on est chef d'entreprise. Ouais. Et on fait partie des professions qui ont pu réouvrir assez rapidement. Quand on pense à tes amis restaurateurs, il y a eu des alternatives qui se sont mises en place petit à petit, mais la vérité c'est quoi? C'est que devant cette situation-là, il n'y a pas de bon ou mauvais manager, c'est l'instinct, c'est le feeling, et ça doit aussi dicter les choix d'un chef d'entreprise. C'est aussi les émotions. Exactement. Les émotions, elles nous font peut-être aussi prendre des décisions en tant que manager, plus ou moins bonnes. Et justement, Sébastien, peut-être que tu pourrais rebondir sur cet effet émotionnel que le dirigeant il peut avoir. Alors, le dirigeant peut traverser des situations émotionnelles plus ou moins intéressantes, mais il doit ressentir aussi celles de ses collaborateurs, non? Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Alain. Quand il disait qu'il fallait aussi que le dirigeant ou le manager arrive à se connaître lui-même, effectivement, je pense que déjà, à la base, on est soi-même une entreprise, où il y a déjà en nous plusieurs services à gérer dans ce corps, on va dire, qui représente une entreprise, dont on est, on va dire, simplement le PDG. Donc il faut déjà arriver à se connaître soi-même, et effectivement, ça passe par les émotions. Et notamment, un sujet moi qui me passionne depuis quelques temps maintenant, c'est l'intelligence émotionnelle. Et on en parle de plus en plus. Et l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est cette capacité que va avoir une personne à arriver à comprendre ses propres émotions, arriver à les gérer, mais arriver aussi à faire la même chose avec autrui. Et aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, et ça vient de plus en plus dans l'Hexagone, on cherche à avoir des gens qui ont un quotient émotionnel important et une intelligence émotionnelle, et ils mettent même en place maintenant des QE, comme on peut faire des calculs de QI, parce que le manager qui est intelligent émotionnellement va être un manager qui va arriver à gérer des conflits que seul le QI n'arrivera pas à gérer. Voilà, tout simplement. Et quand tu parles d'intelligence émotionnelle, justement, nous avons tendance à penser qu'en entreprise, les émotions n'ont pas leur place. Tout à fait. Et nous passons notre temps à vivre une forme de schizophrénie qui nous fait afficher des masques en permanence. Nous parlions aussi du stress qui peut être communicatif ou pas. Or, l'émotion, le stress, c'est d'abord une émotion. Et cette émotion est forcément communicative. Et ça ne veut pas dire, comme tu le disais tout à l'heure, qu'elle est négative. C'est même une énergie. Mais comment, à partir des leviers que nous avons, nous allons utiliser cette énergie? Et c'est là que ça devient assez passionnant. Et c'est là que je me dis, nous sommes des êtres extraordinaires.
Il n'y a que nous qui ne le savons pas parce que nous avons peur des pouvoirs que nous avons au fond de nous. Or, si nous jetions juste un petit coup d'œil dans l'être que nous sommes au fond de nous, nous allons découvrir que nous avons un ensemble d'outils qui suffit tout simplement d'aller ouvrir cette petite fenêtre, de se dire, bon voilà, ok, j'arrive aujourd'hui, je suis la colère. Eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas rangé le bureau. Rangeons le bureau. Ça peut être une façon d'utiliser cette colère. Aujourd'hui, je me sens mais vraiment assez fatigué, je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, dans ce cas, je me pose, je prends soin de moi. Ça, c'est un vaste sujet, se poser. Ouais. Et vous savez que ce qu'il y a de plus contagieux, après peut-être Ebola ou même le Covid, puisqu'on parle beaucoup de Covid, la chose la plus contagieuse dans le monde sont les émotions. Rentrez dans une pièce de personnes complètement en colère et vous allez voir ce qui va en ressortir. Vous allez être vous-même en colère, même sans vraiment savoir pourquoi. Et les émotions sont les choses qui sont les plus transmissibles aujourd'hui, malgré ce qu'on peut penser. Et pourtant, l'enthousiasme, c'est quelque chose aussi qui se transmet facilement. Or, cet enthousiasme ne peut partir que sur la vision, la compréhension de la vision que nous avons de nous-mêmes. Parce que lorsque nous créons une entreprise, nous voulons donner un sens à notre vie quelque part. Et ce partage de sens, ce partage de vision, en parler ne peut être qu'enthousiasmant. Et passer son temps à ne pas se rappeler parfois de ce qui nous a amené à créer cette entreprise, c'est nous amputer même de l'énergie qui nous permet d'avancer. C'est la raison pour laquelle, pour moi, et c'est vraiment une passion dans laquelle je me lance, la voix, VOIE, VOIX, comment nous mettons en place ce narratif. Déjà pour nous-mêmes, parce que c'est ce narratif qui va nous enthousiasmer. C'est celui-là aussi qui va enthousiasmer les gens que nous allons embaucher. Et être aligné avec les deux va forcément éviter les turnovers. Et en plus, ce sont même nos propres employés qui deviendront nos commerciaux. Sûr. Tout à fait. Et oui, ils vont porter la voix et certains messages que l'entreprise va décider d'avoir. Bon, je vois que le sujet est vaste et il semblerait qu'on ait encore pas mal de possibilités pour continuer cette discussion, mais l'émission a un temps imparti et vous comprendrez bien, mesdames et messieurs, qu'il va falloir que nous cessions cet échange qui est très intéressant. Et moi, ça appelle peut-être à d'autres chapitres, peut-être d'autres émissions. Je vous remercie, messieurs, d'être venus nous voir chez Carbao. Merci Walter pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Vous avez été pas mauvais, hein, pas mauvais du tout. Pour certains, c'était la première fois, on sentait un peu de stress. Mais bon, j'espère qu'on vous a montré la voix. On entend beaucoup autour de la voix sur cette émission. On avait un expert des émotions une voix royale. Ah, c'est gentil. Mesdames et messieurs, je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette émission au bout. Et puis, je vous invite à vous abonner à la Carbao TV et de voir les prochaines éditions de l'émission Place aux experts. À très bientôt.